Bonjour à tous. L'objet de la vidéo suivante, c'est l'analyse du chapitre 1 de Candide. Alors après les rappels sur les Lumières, après l'explication de la philosophie optimiste, après la présentation de Voltaire et de ses combats, notamment pour la justice, et des composantes de l'œuvre qu'est Candide, de ce conte philosophique, avec les nombreuses influences des genres littéraires qui sont à la mode à l'époque. Euh, mais rentre enfin dans l'analyse du texte. Alors on va avoir une série comme ça sur les 2 séances à venir, d'analyse de passages clés de l'œuvre. Nous ne sommes pas des spécialistes, donc je ne vais pas m'y attarder particulièrement, mais suffisamment pour comprendre l'ironie et l'ambition de Voltaire à travers ce conte qui semble être un conte juste à visée distrayante et qui en fait est beaucoup plus. Il appartient au conte, donc à l'apologue, et son but est double, c'est plaquer et docere, le fameux plaire et instruire. Bon, on va aller encore plus vite sur cette incipit. Incipit, ça signifie début de récit. D'autant plus qu'en début d'année, on a travaillé sur un extrait court, hein, vous devez le reconnaître, c'était le premier paragraphe de ce chapitre 1 de Candide, et que nous avions mis en avant les caractéristiques du conte. Bon, on va les reprendre très très rapidement, mais en fait, on va voir surtout les autres éléments qui font que ce chapitre 1 constitue un véritable pacte de lecture de la part de Voltaire. Alors qu'est-ce qu'un pacte de rélecture? Un pacte, c'est un contrat. Et en fait, c'est ces éléments qui font que dès les premières pages d'un ouvrage, on comprend comment il va falloir le lire. Et Voltaire va nous indiquer comment lire cet ouvrage dès le départ, pour qu'on puisse profiter pleinement de l'ironie et de la visée critique de la société du XVIIIe siècle, du monde du XVIIIe siècle, qui est faite dans cet ouvrage. Alors, Candide, chapitre 1, comment Candide fut enlevé d'un beau château et comment il fut chassé d'Icelui, c'est-à-dire celui-ci. Donc, on invoque déjà de nombreux rebondissements et le début d'une aventure. On est enlevé du beau château, l'univers du conte qui disparaît et comment on est chassé de ce domaine idéal qui est Undertale Tronc, ce qui va être une illusion directe enfin une parodie en fait de l'homme chassé du jardin d'Éden, du paradis en fait, parce qu'il a commis une faute. Et bien Candide effectivement va être chassé, mais comme Adam et Ève, sauf que Ève c'est Cunégonde et c'est tout sauf une femme pure et un modèle de perfection. Et Adam, Candide ça ferait de Candide le premier homme. Ce serait intéressant de voir justement comment cet homme à l'âge d'innocence va passer à l'âme accomplie, et puis ce serait l'idée que le péché originel, c'est la faute de péché charnel que vont commettre Candide et Cunégonde à la fin du chapitre. Vous savez, cette leçon Cunégonde qui, après avoir assisté à la leçon de physique expérimentale de Pangloss et de Paquette dans le jardin, qu'on appelle parc, eh bien, qui donne idée et qui va provoquer cette physique expérimentale, cette leçon de physique expérimentale, cette pratique, en tout cas cette mise en pratique, ces TP, ces travaux pratiques avec Candide derrière un paravent. Bon, quoi qu'il arrive, nous, on est sur notre extrait. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thundertentronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Donc on a vu immédiatement, on reprend les caractéristiques du conte, il y avait la formule introductive du conte de la même manière qu'il était une fois, le champ lexical de la noblesse, château, baron, et puis le thème du don de la nature la donne au héros, et le héros qui est toujours un jeune homme ou une jeune femme, on l'a, et avec le superlatif pour qualifier le héros, c'est toujours le plus beau, le plus fort. Ben là, on prend un contre-pied, il s'agit de celui qui a les habitudes, les coutumes, les pratiques les plus douces. Bon, immédiatement, on part avec les codes du conte. Il y avait, mais Voltaire nous contrebalance aussitôt cet élément. Il nous donne l'impression d'entrer dans le merveilleux, il nous donne des éléments des merveilleux, mais immédiatement, il convoque la Westphalie. La Westphalie, qui est une région d'Allemagne qui existe encore d'ailleurs. Donc, il nous dit, je vais utiliser le conte pour parler de référents réels. Et donc, le château de Monsieur le Baron, on revient sur l'idée du conte, mais ça veut dire que je vais parler de la noblesse, une noblesse voilà, qui a un titre
Thunder ten Tronk. Thunder, c'est le tonnerre, ten Tronk qui sonne très, très allemand, ça ne veut pas dire grand-chose, des consonances germaniques en gros. Une noblesse qui a un nom qui fait du bruit, qu'on entend de loin, et qui ne signifie rien, un peu comme cette noblesse. Et le jeune garçon qui va être notre héros, qui a les caractéristiques qu'on attend, jeunesse, le don, mais le don qui est immédiatement pris à contre-pied. Il ne s'agit pas du plus beau, du plus fort, du plus intelligent, c'est celui qui est le plus doux. Donc on n'a pas ce qu'on attend, et Voltaire nous dit dès le départ, attention, je vous donne le merveilleux, l'impression du merveilleux, mais c'est pour vous parler du réel. Je vais donner cette impression, mais je vais parler, quand je parle du baron, je vais parler de la noblesse, et là je suis déjà en train de dire qu'elle se masque derrière un titre pompeux, voilà, qu'elle est pleine de prétentions, et puis que le héros à travers lequel on va suivre les aventures, par lequel on va découvrir le monde, ben, c'est pas le héros tel qu'on l'attend, c'est celui qui est doux. Donc encore une fois, je joue avec les motifs traditionnels. Sa physionomie annonçait son âme, ça veut dire que ben, il ne dissimule rien, donc Candide sera facile à percer, on comprendra très facilement ses pensées. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. Encore une fois, on retrouve le superlatif, mais pas pour qualifier une qualité extraordinaire. C'est juste le superlatif pour montrer la simplicité du personnage. Il est doux, il est simple, et le jugement assez droit, ce qui veut dire qu'on pourra plus ou moins quand même se fier à son jugement. On va voir que dans le début de l'œuvre, ce sera difficile, parce qu'il ne juge qu'à travers la philosophie optimiste de Pangloss qui lui a pollué l'esprit, et il va mettre de très nombreux chapitres à s'en débarrasser. Quoi qu'il arrive, on nous présente notre héros comme quelqu'un finalement d'assez intéressant. C'est pas le héros qu'on attendait, mais malgré tout, on pourra se fier à son jugement, et c'est quelqu'un de simple et de doux. C'est, je crois, bon, comprenez l'incise de je crois qui est de la part qui montre l'hésitation qui montre de la part du narrateur une complicité avec le lecteur, bien sûr qu'il le sait, mais bon, il essaye d'insérer une forme de doute uniquement pour le récit, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Bon, encore une fois, les caractéristiques du conte, le personnage qui est un personnage conceptuel, son nom qui renvoie à une caractéristique, Candide, ça renvoie à sa caractéristique principale, l'innocence, la crédulité, comme Blanche-Neige, mais ça signifie qu'elle est blanche comme la neige, etc. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était le fils de la sœur de Monsieur le Baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage. Donc, encore une fois, le pied de nez, l'ironie, on nous montre déjà les ragots des domestiques, et surtout, on a l'idée que Candide est un bâtard, c'est l'enfant de la sœur du baron, donc d'une baronne, et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, d'un homme qui est très recommandable, bon, honnête, mais encore une fois, cette demoiselle ne voulut jamais l'épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers. Donc encore une fois, la critique de cette noblesse, déjà elle a un nom ronflant qui signifie rien, mais ensuite cette femme, elle n'était pas contre, la mère de Candide qui appartient à la noblesse, elle n'était pas contre avoir des histoires, des aventures sexuelles en dehors du mariage, et normalement c'est totalement immoral, elle aurait dû ne pas s'y adonner, donc on condamne l'hypocrisie de cette noblesse, mais en même temps, elle a eu un enfant, et elle empêche le père de le reconnaître parce qu'il n'a pas pu prouver la totalité de sa noblesse. Il ne prouve que 71 quartiers, et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. En gros, il faudrait 72 quartiers de noblesse pour prouver sa noblesse. Il ne peut en prouver que 71, ce qui ne veut pas dire qu'il ne les a pas, mais juste comme ça renvoie à très longtemps, c'est perdu. Les conséquences sont désastreuses. Cette jeune femme préfère faire de son fils un bâtard, plutôt que d'épouser quelqu'un qui n'a pas de titre de noblesse. Donc on voit l'orgueil démesuré de cette noblesse à travers cette jeune femme qui préfère le malheur de son enfant plutôt que de faire une tâche au blason de sa famille, alors que bizarrement, avoir des relations sexuelles hors mariage qui est une tâche bien plus conséquente, ça la gênait pas. Donc l'hypocrisie de cette noblesse. Et maintenant, on va reprendre la description de chacun des personnages, et dans l'ordre canonique, c'est-à-dire qu'on va faire du plus puissant au plus insignifiant, au moins puissant. Donc dans cette communauté, le plus puissant, c'est Monsieur le Baron, Madame la Baronne, Pangloss, visiblement, donc les trois adultes, Pangloss, le maître de philosophie. Ensuite, ah ben oui, pardon, excusez-moi, Monsieur le Baron, Madame la Baronne,
Ensuite, on a sa fille, son fils et Candide. Et enfin, Pangloss, qui n'appartient pas à la famille, le maître de philosophie. Très bien, Monsieur le Baron, on y va. Monsieur le Baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie. Donc déjà, on retrouve encore une fois un intensif, un des plus puissants. Ça n'est pas le plus puissant, mais on remarque déjà le pouvoir euh, de ce noble. Puissant qui est associé à la force. De la Westphalie, on renvoie encore à cet endroit d'Allemagne, car, et on justifie immédiatement pourquoi c'est un des plus puissants, car son château avait une porte et des fenêtres. Donc château qui renvoie à la noblesse, on en a déjà parlé, mais donc le connecteur logique qui marque la justification, car, donc la volonté d'expliquer, et l'explication, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est totalement aberrante. Pourquoi le baron est un des plus puissants de la Westphalie? Tout simplement parce que son château a une porte et des fenêtres. D'accord. Donc, je ne vais pas faire grand mystère, mais je suppose que la plupart d'entre vous avaient des domiciles qui ont une porte et des fenêtres. Pour autant, ce ne sont pas des châteaux. Et pour autant, ça ne fait pas de vous une des personnes les plus puissantes du département. C'est quand même assez surprenant. Donc ce raisonnement, il est complètement faux, il est complètement fallacieux, et il semble montrer la puissance, mais en fait, il s'avère montrer une misère, enfin une misère, un état qui est loin de l'exception, mais plutôt de la norme. Euh, Ça n'est pas un château, visiblement, puisque ça a juste une porte et des fenêtres. Son domicile, c'est peut-être pas un château. Et puis, du coup, le baron, sa puissance est remise en question. On est en train de dénommer, de dénoncer l'écart, en fait, entre les choses telles que les nomme cette noblesse et la réalité qui est beaucoup plus prosaïque, beaucoup moins flatteuse que l'image qu'elle en donne. Donc Voltaire commence à se compte par une critique relativement puissante de cette noblesse qui nomme les choses, qui donne un nom aux choses, qui n'est pas le reflet de la réalité. Il appelle château un domicile qui a des portes et des fenêtres, et pour cela, il est un des plus puissants barons de Westphalie. Donc on voit l'incohérence et la critique de cette noblesse qui se vante et qui nomme les choses par des qualificatifs, des appellations qui sont particulièrement flatteuses, alors que la réalité l'est beaucoup moins, visiblement. Sa grande salle même, effectivement, la salle principale, était ornée, décorée, hein, grande salle qui met en valeur, on parle vraiment d'une idée de superficie importante, était ornée, décorée d'une tapisserie. Bon, c'est pas énormément quand même, hein. Elle n'est pas richement décorée, elle a juste une tapisserie. Donc encore une fois, on nous donne l'impression par le style, par la façon dont on annonce les choses de richesse, mais en fait on a une, une réalité qui est loin de la richesse, très loin de la richesse, il y a juste une tapisserie. Bon, tapisserie, c'est pas du papier peint, hein, je vous le rappelle, c'est une scène qui est brodée. Ça fait, en général, c'est sur des dimensions assez grandes. Effectivement, c'est quelque chose qui montre une certaine aisance financière. C'est cher, mais il n'en a qu'une. Et dans la salle principale, ce qui signifie que dans le reste de la maison, il n'y en a pas. Tous les chiens de ces basses-cours composaient une meute dans le besoin. Ses palefreniers étaient ses piqueurs, le vicaire de village était son grand aumônier. Ils l'appelaient tous Monseigneur et ils riaient quand il faisait des comptes. Alors là, il faut qu'on fasse un petit point vocabulaire. Tous les chiens des basses-cours, en fait, c'est les chiens des basses-cours. Le problème des basses-cours, c'est plutôt quand on parle d'une ferme, hein. C'est une ferme, on a plus l'impression en fait que ce château soit dispose de ferme, soit une espèce de grande ferme fortifiée. Les chiens des basses-cours, c'est les chiens de la ferme, hein, les chiens de ferme, composaient une meute dans le besoin. La meute, c'est la troupe de chiens qui est élevée et qui est dressée uniquement pour la chasse, notamment la chasse à courre. Les palefreniers, ce sont les garçons d'écurie, ils deviennent ses piqueurs. Les piqueurs, c'est les chasseurs professionnels lors de la chasse à courre. Ce sont des gens dont le métier est de mener la chasse à courre, de rabattre le gibier. Le vicaire, c'est un petit curé de village, et était son grand aumônier. Le grand aumônier, c'est une personne, un ecclésiastique, qui est attaché à la personne des plus puissants, des princes, des grands de ce monde. Et en fait,
le soupçon qu'on avait à travers les premiers éléments que nous donnait Voltaire se confirme et va même prêter au rire, au comique, à la moquerie. On est dans l'ironie. Voltaire se moque particulièrement de cette noblesse, puisqu'elle appelle les choses d'une façon qui n'est pas la réalité. Regardez, on appelle château. Allez, je vais le faire comme ça. On va le mettre en jaune. On appelle château un domicile qui a une porte et des fenêtres. Bon, la réalité est différente. On appelle meute, donc une troupe spécialement élevée pour la chasse. Donc ça veut dire qu'il faut des moyens. Hein. Eh bien, ce sont les chiens des basses-cours. Donc on comprend que le baron, quand il va chasser, ben, il n'a pas une troupe de chiens élevés spécifiquement pour la chasse. Il racole juste les chiens de ferme. Voilà. Donc imaginez la joyeuse, le joyeux fracas que ça doit faire. C'est pas une meute qui est dressée, qui est vraiment disciplinée, mais c'est on récupère tous les chiens disparates. Il doit y avoir des grands, des petits, ils ne sont pas dressés spécialement. Vous voyez la joyeuse image que ça nous propose. Les palefreniers, donc les garçons d'écurie, ça devient les piqueurs. Ils les appellent des chasseurs professionnels qui sont payés et qui sont spécialisés dans la chasse à courre. Et le vicaire du village, donc le petit curé de campagne, il l'appelle son grand aumônier. Une personne qui normalement n'est dévolue qu'aux plus puissants, à la personne des plus puissants. Donc on voit vraiment un très net décalage entre la réalité des choses et la façon dont ce baron, dont cette noblesse les considère ou les appelle. En gros, c'est une noblesse qui se donne l'apparence, qui tient le langage de la richesse et du pouvoir, mais qui déjà n'en a plus. Voltaire, n'oubliez pas qu'on est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et qu'on a une remise en question de la noblesse. Je vous rappelle que les philosophes des Lumières ne sont pas des révolutionnaires, mais leurs idées vont nourrir la révolution. Et puis qu'il y a toute une partie de la noblesse qui est en perte de vitesse, pas la noblesse, pas l'aristocratie, hein, la haute noblesse extrêmement riche, pas du tout, mais il y a toute une partie de la noblesse qui est la petite noblesse. Je vous rappelle que baron, c'est un titre de petite noblesse, ça n'a rien à voir avec baron d'Empire sous Napoléon qui sera beaucoup plus important, mais c'est un des titres de noblesse les moins puissants. Et donc, là, on souligne la gêne financière de cette petite noblesse qui s'accroche encore à son idée de puissance et de richesse, mais qui n'en a plus la réalité. Voilà. Il parle de château alors que c'est juste un lieu avec des portes et des fenêtres, ça peut être n'importe quoi. Il parle de meute dressée pour la chasse à courre, bah, il prend juste les chiens de ferme. Il parle de piqueurs, de ces chasseurs professionnels qui sont uniquement employés à ça, alors qu'il récupère les garçons d'écurie pour partir à la chasse. Et puis il parle de grand aumônier, voilà un personnage, un ecclésiastique de très haut rang, attaché à la personne des princes et des puissants, alors qu'il ne fait que utiliser le petit curé de village pour ses confessions, etc. Donc vous voyez ce décalage entre la réalité, somme toute assez misérable, hein, en tout cas beaucoup moins flatteuse des faits, et le regard totalement déformé qu'en a cette noblesse, qui se croit encore sa puissance d'antan, cette petite noblesse, mais qui l'a visiblement pour grande partie perdue. Et qu'est-ce qui nous l'affirme encore plus, la fin de ce paragraphe? Ils l'appelaient tous Monseigneur. Okay. Ils sont qui? Bon, ce sont les gens de la ferme, hein, les gens du peuple. Ils l'appelaient tous Monseigneur, Monseigneur qui a un titre, vraiment un titre qui est associé au plus puissant, et ils riaient quand il faisait des comptes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le baron fait des contes. Qu'est-ce que c'est un conte? C'est une histoire imaginaire. Ça veut dire que le baron raconte n'importe quoi. Il fait des contes. Et qu'est-ce qu'on fait? On se moque de lui. Ah, ça change tout. Là, on comprend qu'on n'est plus du tout dans la vision idéalisée de la noblesse, dans le conte ou dans le merveilleux. On a en fait de la part de Voltaire une critique très violente de cette noblesse qui en est ridicule, qui a perdu toute sa superbe. Mais on l'appelle encore Monseigneur, mais c'est pour se moquer. Et on rit, on se moque quand il fait des contes. Traduction, c'est un mythomane. Il raconte n'importe quoi. Il a l'illusion de, mais la réalité est complètement différente.
Donc cette noblesse qui est totalement discréditée à travers le personnage du baron. Et puis, comme c'est Voltaire et qu'il ne lâche pas sa critique, il va la mener jusqu'au bout, ben on va continuer à discréditer la noblesse à travers les autres personnages qui appartiennent à la noblesse dans Thunder Ten Tronckh, Madame la Baronne. Madame la Baronne qui pesait environ 350 livres. Donc Madame la Baronne, visiblement, le respect, effectivement. Immédiatement, par quoi on la détermine, par quoi on la caractérise? On la caractérise par son poids. Donc déjà, parler du poids d'une femme, c'est assez irrévérencieux et malvenu, mais 350 livres, ça fait combien? Ça fait presque 200 kilos, c'est entre 150 et 200 kilos, plutôt 150 kilos. En fait, la baronne, immédiatement, elle déclenche non pas le respect, mais le ridicule. On se moque de son obésité. Et regardez l'ironie, s'attirait par là une très grande considération, avec l'ambiguïté. On a l'impression, et c'est tout le principe de l'ironie, on a l'impression qu'on dit quelque chose, mais on dit autre chose. S'attirait par là une très grande considération, considération ça peut signifier respect, mais Voltaire joue sur la polysémie de ce mot. Quand on vous considère, c'est qu'on vous regarde. Ça veut dire qu'elle n'est pas respectée, mais qu'au contraire, elle est l'objet d'une très grande considération, que tout le monde la regarde. L'obésité, son obésité est spectaculaire, c'est une attraction. Et du coup, imaginez, on a cette femme qui est totalement discréditée par son apparence physique, et c'est un phénomène de foire presque, hein, et on continue cette image par une métaphore assez succulente et très très corrosive, hein, on est vraiment dans une ironie féroce de la part de Voltaire, et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Traduction, elle fait visiter la maison, elle fait comme toute maîtresse de maison, quand elle reçoit, elle fait visiter sa maison, avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Bon, comprenez que, imaginez une femme obèse et en train de faire visiter sa maison, elle a du mal à se déplacer, elle doit souffler, bon, comprenez que le mot dignité est tout sauf réel, que c'est de l'ironie mordante, et que ça la rend encore plus respectable. Il faut comprendre exactement l'inverse, comprenez le principe de l'ironie. On dit quelque chose, mais de telle manière qu'on comprenne autre chose, qu'on comprenne l'inverse. Comprenez qu'elle se déplace de façon totalement ridicule, et que, imaginez ce spectacle de la baronne qui fait visiter sa maison, est un spectacle parfaitement risible, et elle n'est absolument pas respectée. La seule chose qui fait qu'on la regarde et qu'on la considère, c'est qu'elle se distingue par un physique hors norme, par son obésité. Sa fille, Cunégonde, âgée de 17 ans, alors normalement j'ai un problème parce que je suis dans l'ordre canonique, je devrais faire Monsieur le Baron, Madame la Baronne, le fils puis la fille. Là c'est Voltaire qui s'amuse encore à nous dire attendez, ne vous installez pas dans le confort, je fais régulièrement des accros à ce qui devrait être, soyez toujours sur le qui-vive, je vais en permanence ne pas vous donner ce que vous attendez et créer des éléments de distorsion qui vont vous faire réfléchir et qui vont nous permettre de nous moquer. Sa fille, Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Bon, a priori, c'est plutôt quelque chose de positif. La fille, Cunégonde, c'est un nom qui est plutôt moyenâgeux. Hein. Et Cunégonde, je ne pense pas que vous en connaissiez beaucoup. Âgée de 17 ans, très bien, bah, on a l'héroïne du conte, ça y est, on a une fille qui appartient à la noblesse, qui a 17 ans, bon. Elle est haute en couleur. Alors, haute en couleur, ça m'a l'air pas mal, ça veut dire qu'elle est toute en couleur. Non, non. Le problème, c'est que haute en couleur, effectivement, ça peut dire que, voilà, elle est pleine de vie, mais haute en couleur, ça signifie pas ça. Un personnage haut en couleur, c'est un personnage qui fait tout et n'importe quoi. C'est un personnage qui fait les 400 coups. Et patatras, le personnage de la jeune fille idéale du conte s'effondre immédiatement à travers cette expression, qui donne l'impression d'être positive, mais qui est en train en fait, nous signaler que Cunégonde est un personnage qui ne respecte pas l'image que l'on a de la jeune fille sage, pure, idéale à l'époque, mais au contraire, c'est un personnage qui fait les 400 coups. Et on continue cette énumération. Elle est fraîche, grasse, appétissante. On a une énumération d'adjectifs qui sont plutôt valorisants.
Le problème, c'est que ce sont des adjectifs qui appartiennent au champ lexical de la nourriture. En gros, elle est consommable. C'est un objet de consommation. Elle est fraîche, alors ça peut renvoyer à son teint, mais ça peut renvoyer à la nourriture qui est fraîche et donc bonne à consommer. Elle est grasse, effectivement, elle se porte bien. Je vous rappelle que les critères de beauté du XVIIIe siècle ne sont pas ceux des années 90 ou des débuts des années 2000. Vous voyez comme c'est en train d'évoluer maintenant. Les femmes avec des formes plus féminines, plus plantureuses, parfois même exagérément plantureuses, sont beaucoup plus à la mode. Dans les années 90, c'était vraiment la maigreur presque, au début des années 2000. Donc on voit que les critères évoluent. Et on finit par appétissante. Concrètement, elle donne envie d'être consommée. Donc on n'a pas une jeune fille qui est placée sous le sceau de l'amour. On a une jeune fille qui est placée sous le sceau du désir sexuel. Et ça ne va pas tromper. Elle est sujette au désir sexuel, elle a l'appétit sexuel dès la fin du premier chapitre, on l'aura. Et puis, donc vous voyez la façon dont on attaque l'idéal de pureté de la noblesse, hein, la jeune fille qui est tout sauf pure. Et puis ensuite, tout le long du conte, elle va être consommée elle-même par les hommes. À travers ça, que ce soit la fille de la noblesse, et on le verra plus tard avec Pathète, etc., les femmes au XVIIIe siècle, et dans Candide, semblent toutes partager le même destin. Elles sont là pour la satisfaction du désir masculin et pour être consommées. Le statut de la femme est très peu enviable au XVIIIe siècle et dans ce conte. Donc voilà, Cunégonde qui n'est pas du tout l'image qu'on attendait de la jeune fille de la noblesse idéale. C'est une jeune fille qui est placée sous le sceau du désir charnel. Le fils du baron, ça y est, on nous en parle, paraissait en tout digne de son père. On l'expédie. On n'en parle pas, on le retrouvera plus tard et on nous donnera des éléments sur lui. On le chargera d'homosexualité, etc. Bref, on continuera à affubler la noblesse de caractéristiques qui la rendent ridicule, en tout cas pour les valeurs de l'époque. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. On l'expédie en quelques mots, tout ça pour nous dire que les barons père en fils sont exactement les mêmes, que la noblesse n'évolue jamais, et donc c'est même pas la peine de parler de ce fils puisqu'il est le portrait de son père. Et effectivement, c'est ce qu'on va aussi critiquer à la fin de l'œuvre, c'est que cette noblesse, elle n'évolue pas, et si elle n'évolue pas, elle est inadaptée à ce monde. Le précepteur Pangloss, ça y est, on y arrive, le précepteur, c'est celui qui a charge d'éduquer les enfants, était l'oracle de la maison. Encore une fois, voyez la mise en valeur. L'instituteur, grosso modo, ou le professeur particulier, ça devient l'oracle. L'oracle, c'est ces personnes dans l'Antiquité qui communiquaient avec les dieux, et elles étaient extrêmement rares. Par exemple, on a l'oracle d'Apollon à Delphes, qui était la Pythie. C'était des êtres sacrés, des êtres qui divulguaient la parole des dieux. Donc vous voyez l'importance que prend Pangloss dans cette petite communauté, dans cette maison. Ces quelques enseignements sont vus comme des vérités divines. Donc encore une fois, l'importance et la mainmise de Pangloss. Pangloss qui signifie Panglossa, celui qui n'est que parole. D'ailleurs, tout au long du conte, il ne fera que parler. Eh bien, Pangloss qui va représenter, on va le voir juste un peu plus loin, la philosophie optimiste que va combattre tout au long de l'œuvre et que combat en dehors de l'œuvre aussi Voltaire. Donc il est l'oracle de la maison, donc on voit à quel point les nobles considèrent sa parole comme une parole quasi divine, hein, comme on l'écoute et on applique ses dires. Et à la fin de tout, le petit Candide, le bâtard, écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Concrètement, on est en train de nous dire que Candide est totalement pétri de l'enseignement de Pangloss, et Pangloss, quel qu'il va enseigner, c'est la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Très bien. Donc, déjà, le titre est totalement ronflant, imprononçable, difficile à lire. Moi, je le dis parce que je l'ai déjà lu. Sinon, c'est pas facile à lire. Donc déjà, on est en train de montrer que c'est une science qui donne l'impression d'être extrêmement compliquée, ce qu'il enseigne. Métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Métaphysique, c'est la science qui s'intéresse aux phénomènes qui échappent à la physique, au concret, au réel. La théologie, c'est l'étude du divin. La cosmologie,
c'est l'étude des phénomènes de l'univers qui, je vous le rappelle, au XVIIIe n'était pas extrêmement avancée. On avait même pas mal de croyances qui étaient erronées. Quoi qu'il arrive, on se rend compte que métaphysique, théologie, cosmologie, ce sont trois sciences qui s'appuient toutes sur l'étude de quelque chose qu'on ne peut pas prouver. La métaphysique, ce qui échappe à la physique, donc ce qu'on ne peut pas prouver, au dogme donc. La théologie, l'étude de Dieu, du divin. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prouver concrètement l'existence du divin. Cosmologie, l'étude des phénomènes de l'univers qui à l'époque était peu avancée et puis qu'on pouvait très difficilement prouver et on avait énormément qu'on ignorait. Bref, il a beaucoup de savoir sur des choses qu'on ne peut absolument pas vérifier. Pensez à ce que va faire Voltaire, à attaquer toujours les systèmes a priori. Et pour finir, on a le dernier terme de cette science, c'est la nigologie, la science des nigauds. Grosso modo, Pangloss n'enseigne que des idioties, des bêtises, des dogmes, des choses qu'on ne peut pas vérifier et des choses qui sont complètement irrecevables. Et Voltaire le prouve immédiatement après. Il prouvait donc le champ lexical de la démonstration, comme si c'était quelque chose de rigoureux, de scientifique, admirablement. Bon, méfiez-vous de Voltaire quand il utilise des éléments, un vocabulaire positif ou les superlatifs, etc. C'est qu'immédiatement il y envoie de l'ironie. Il prouvait admirablement, comprenez que c'est ridicule, qu'il n'y a point d'effet sans cause. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un grand philosophe pour prouver qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Regardez, je viens de taper sur mon bureau. Vous avez entendu du bruit. Pourquoi? Parce que j'ai tapé sur mon bureau. Conclusion, il n'y a point d'effet sans cause. Donc son système qui semble une démonstration scientifique complexe, en fait, il prouve des choses qui n'ont pas besoin d'être prouvées, il enfonce des portes ouvertes. C'est quelqu'un qui donne l'impression d'être savant, mais qui ne l'est pas plus que tout le monde, et que dans ce meilleur des mondes possibles, et là je vois arriver le discours de Pangloss et la philosophie optimiste. Vous savez, la philosophie optimiste qu'on vient de voir, hein, qui apporte une réponse à la question du mal, l'idée que le mal n'est qu'une illusion, que le mal n'existe pas, c'est nous qui pensons que le mal est présent, parce que nous, pauvres petits humains, nous sommes incapables de comprendre que nous sommes dans un dessein préétabli, et qui est forcément pour un bien supérieur, et que nous, avec notre petit regard, ben, on a l'impression que c'est quelque chose de positif, de négatif, pardon, parce qu'on n'a pas la vision que peut en avoir le divin, qui est beaucoup plus global, et que tous ces éléments sont au service de quelque chose de bien, forcément bien, et qui sera largement supérieur à ce mal consenti. Bref, dans ce meilleur des mondes possibles, champ lexical vraiment de la philosophie optimiste, le château de Monseigneur le Baron était le plus beau des châteaux, et Madame la meilleure des baronnes possibles. Bon voilà, on comprend que Pangloss flatte et entretient la noblesse dans cette illusion de puissance et de supériorité. Pangloss est un menteur, la philosophie optimiste est ce qui va aveugler cette noblesse et l'entretenir dans cette illusion de son pouvoir qui n'est déjà plus que chimérique. Bon, je vous laisse lire la suite. Après, on montre toute une série de démonstrations, toutes plus farfelues les unes que les autres de la part de Pangloss, qui montrent à quel point sa philosophie et ses démonstrations sont complètement absurdes. Voilà pour l'analyse de ce premier extrait. Je vous joins des éléments d'étude de ce texte. Alors c'était là, chapitre 1, voilà. Donc c'est des éléments qui sont scannés, hein. 3 pages de scan, vous les verrez facilement. Alors première page, bon c'est voilà, vous le lisez, hein, on reprend en substance ce qu'on a dit, il y a quelques éléments qui sont ajoutés et d'autres qui ne le sont pas et sur lesquels on a insisté, que j'ai pas trop développé, que j'ai davantage développé dans notre petite vidéo. Voilà, donc ça c'est la correction, je vous laisse vous y référer. La prochaine fois, on étudiera, donc vous continuez à avancer dans votre exposé, et la semaine prochaine, on étudiera 2 extraits. Le chapitre 3 de la guerre, vous pouvez vous amuser déjà à les deux premiers paragraphes à les analyser, à voir justement ce qu'on pourrait en tirer. Et le début du chapitre 6 aussi, avec les conséquences du tremblement de terre de Lisbonne.
Dans un premier temps, on aura chapitre 3 la critique de la guerre, et ensuite dans le chapitre 6, on aura la critique de la religion et de la superstition. Voilà, je vous souhaite bon travail, bon courage, à bientôt, au revoir.